Bonjour, bienvenue à vous toutes et à vous tous. On accueille Pascal Zagnoli cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. Secrétaire national du PNC ou Parti Tudien Nazione Corsa. On va parcourir l'actualité en votre compagnie. Forcément, le premier thème, c'est les relations entre la Corse et Paris, ce fameux processus historique ou pas. Historique ou pas d'ailleurs? C'est l'histoire qui le dira justement. Non, certains l'ont qualifié de processus historique, ensuite de processus à vocation historique. Ben, on verra au bout ce qu'il en est, ou du moins si il en adviendra quelque chose. Pour l'instant, il y a un processus de discussion, je dirais même pas de négociation entre Paris et la Corse, parce que pour l'instant, on en est resté borné à des discussions d'ordre thématique, d'abord prévues toutes les 6 semaines, et puis on a vu qu'au gré de l'actualité, les réunions ont été bon an mal an un petit peu décalées ou reportées. Nous, de notre point de vue, aujourd'hui, le processus il a vocation à devenir un vrai processus de négociation avec un calendrier resserré, une méthode nouvelle et surtout un cadre politique qui soit clairement fixé pour savoir vers où on va et surtout pour qu'on puisse se mettre d'accord collectivement sur le contenu de cette éventuelle autonomie. Alors aujourd'hui, à vous entendre, on a l'impression que pour l'instant, il n'y a rien qui va, les délais ne sont pas tenus, vous dites discussion, même pas négociation, il y a ces fameuses lignes rouges aussi. Malgré tout, il faut continuer à discuter. Bien sûr qu'il faut continuer. On tenait, pas plus tard que la semaine dernière, une conférence de presse pour faire un petit peu le bilan du climat politique et social sur l'île. Et on a mis en avant un certain nombre d'indicateurs démographiques, sociaux, sociétaux qui nous paraissent assez alarmants. Et on considère que la situation de la Corse et de son peuple est suffisamment préoccupante pour que justement on aille au bout de ce processus et en quelque sorte pour dire qu'on n'a pas droit à l'échec et qu'on doit à tout prix revenir avec une solution politique globale. Mais quand on a dit ça, on n'a rien dit si collectivement on n'est pas capable de se mettre à la hauteur des enjeux et d'opposer un projet à Paris qui réponde justement aux attentes des Corses et de la Corse. Vous avez engagé un processus avec Corinne Front et aussi de discussion? Absolument, oui. Ben, nous, on a pris acte, malheureusement, du mécanisme de division dans la famille nationaliste depuis les territoriales de 2021. Et on a considéré qu'aujourd'hui, la situation politique, avec le retour de la violence, avec justement un processus qui est un petit peu enlisé, avec tous ces indicateurs sociaux alarmants, eh bien, que la situation était suffisamment préoccupante pour qu'on ne reste plus les bras croisés à se regarder les uns et les autres. Et donc, on a commencé à rencontrer Corinne Front. On va rencontrer un certain nombre d'autres structures du mouvement national, des mouvements syndicaux étudiants ou des syndicats de travailleurs pour justement essayer de remettre un petit peu tout le monde autour d'une table pour travailler sur un projet commun et au-delà surtout pour aller vers cette fameuse notion d'unité stratégique que l'on met en avant donc, depuis notre dernière Assemblée Générale, puisqu'il nous semble qu'aujourd'hui, si la Corse veut réussir, il faut que le mouvement national soit capable de se réunir. La majorité territoriale a dit dans le cadre de ces discussions, on veut d'abord discuter avec notre propre famille, la famille nationaliste. On en est où aujourd'hui de tout ça? Il serait temps qu'on puisse discuter entre nous, puisque depuis 1 an, il n'y a toujours eu aucune rencontre entre les mouvements nationalistes qui composent l'Assemblée de Corse, voire même au-delà. C'est aussi un petit peu pour ça qu'on prend l'initiative de rencontrer Corinne Front et de demander à rencontrer les autres structures. Aujourd'hui, il y a un président de l'exécutif qui a une légitimité par les urnes pour effectuer les missions qui sont les siennes. La majorité absolue, elle confère des droits, mais elle confère aussi des devoirs. Et le premier des devoirs, ce serait peut-être celui de réunir justement les mouvements issus de la famille patriotique pour qu'on puisse être capable de purger nos différences et au moins, dans le cadre du processus de Beauvau, d'être capable de parler d'une seule et même voix. Alors justement, il y a des réunions, le PNC en fait dans les différentes pièces, dans les différents territoires, Corinne Front en a fait, FEM en fait aussi. Est-ce que vous avez été par exemple à ces réunions de FEM? Absolument pas, non. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, on n'y a pas été forcément convié. Et puis, d'un point de vue politique global, il pourrait y avoir aussi une forme d'incompréhension. Je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas d'un côté, les mouvements, les partis, les responsables de partis politiques ne peuvent pas d'une certaine forme ne pas se parler en tant que structure. Et ensuite, que les uns et les autres aillent aux réunions des autres structures publiques. Aujourd'hui, chacun fait en quelque sorte bande à part dans ces formes de giri nazionali ou cittadini paesani ou peu importe l'appellation. Mais je pense que globalement, l'approche doit être la même d'à peu près tous les côtés, c'est-à-dire aller à la rencontre des Corses, discuter, écouter un petit peu quelles sont leurs attentes. Et nous, on a fait déjà 3 régions. On va très prochainement, dès les week-ends prochains, continuer dans notre région.
Et globalement, le compte n'y est pas. Les Corses, ne savent pas où on va au niveau du processus quant à l'autonomie. 2, attendent que leur définisse clairement qu'est-ce que c'est l'autonomie, qu'est-ce qui va changer dans leur quotidien. Et 3, sur un plan plus local, au niveau des affaires qui sont gérées du côté de la collectivité de Corse, il y a un certain nombre d'attentes en matière de réseau routier pour le rural, en matière de réseau téléphonique, d'accès aux soins, d'éducation, de transport scolaire. Il y a des attentes partout dans toutes les régions. Et donc on se rend compte aujourd'hui, quand on fait le tour de tous ces villages, de toutes ces pièves, qu'il y a une nécessité impérieuse de véritablement se remettre au travail, de changer notre fusil d'épaule et d'être capable de proposer un projet à Paris, dans le cadre de Beauvau, mais surtout d'opposer un projet aussi en Corse pour répondre aux attentes des Corses. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. On se retrouve tout à l'heure aux alentours de 12h15 Merci. après le journal de la mi-journée. À tout à l'heure. Bonjour, nous retrouvons Pascal Zagnoli, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour. Paix au parti tout dit à Nationégours. On parlait de ces relations entre la Corse et Paris. Paris qui avance des lignes rouges sur la langue, sur le statut de résident aussi. D'après vous, un processus bien abouti pourrait faire tomber ces lignes rouges ? C'est un petit peu le sens du propos qu'on a tenu à la veille de l'autre réunion à Paris, donc qui s'était tenue, il me semble, fin février, où on avait dit que justement pour nous, le processus, il ne pouvait pas se dérouler au gré et de l'actualité, et des lignes rouges, et des préalables. Et que maintenant, il fallait rentrer en quelque sorte un petit peu dans le dur de ces discussions, dans le cadre politique global, avant d'avoir une approche thématique. Et justement, si on est capable de fixer le cadre politique global, est-ce qu'on est d'accord ou non entre Paris et la Corse pour que la Corse ait un titre dans la Constitution? Est-ce qu'on est d'accord ou non pour qu'il y ait une loi organique qui dispose un certain nombre de compétences qui seraient dévolues à une collectivité autonome de Corse? Si on est capable de se mettre d'accord sur l'architecture globale, et bien ensuite il faudra du côté de la Corse que dans le cœur du contenu qui sera rédigé par rapport à ce futur statut d'autonomie, qu'on soit capable de contourner et de détourner ces fameuses lignes rouges pour répondre de façon directe ou indirecte aux problématiques auxquelles nous sommes confrontés et auxquelles font écho le statut de résident, les notions de co-officialité, de peuple corse et tout ce qui pour l'instant est bloqué du côté de Paris. Qu'est-ce que vous seriez prêt à céder ? Moi je pense que la question elle doit être inversée. C'est qu'est-ce qu'on serait prêt à céder à Paris en termes de compétences ? Dans le sens où je pense qu'aujourd'hui la Corse doit tout demander en dehors éventuellement des compétences régaliennes et ensuite de se mettre d'accord avec Paris sur un calendrier de transfert des compétences, puisqu'il est évident, je pense qu'il sera très compliqué d'exercer tout du jour au lendemain. Poser la question aussi des moyens, qu'on soit capable aussi de réaliser du côté de la Corse l'analyse des compétences actuelles, voir jusqu'où on les a exercées, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a mal fonctionné, pourquoi ça a mal fonctionné, est-ce qu'à droit constant, on avait tous les moyens financiers, humains et en termes d'ingénierie pour bien exercer les compétences actuelles. Et à ce moment-là, il faudra avoir des discussions avec Paris pour que dans le cadre du statut éventuel futur, on soit capable d'avoir les moyens qui nous permettent d'exercer l'autonomie. Parce que l'autonomie, sans les moyens qui vont avec, ça nous conduirait droit dans un mur. Le positionnement du groupe de droite de l'Assemblée de Corse qui a décidé de faire chevalier seul finalement. On en prend acte, en effet. Moi, j'ai écouté un petit peu les propos de M. Mondologne qui dit en quelque sorte qu'il n'y a pas un travail suffisamment efficient du côté de la collectivité et que donc ils monteront à Paris avec un certain nombre de propositions thématiques. Moi, je pense que c'est regrettable et ça reprend aussi un petit peu ce qu'on dit sur le cadre global et sur la méthode. Je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi que la Corse se mette au niveau, qu'on soit capable de tous se parler. Je parlais il y a quelques instants donc, de réunir le mouvement national et la famille nationaliste autour d'un projet. Mais après, au-delà de ça, si on fait un projet pour la Corse, il va falloir que, y compris le mouvement national, soit capable de parler aux autres forces, la gauche, la droite, et qu'on oppose un projet qui soit commun, uni et unitaire. Si on monte en ordre dispersé à Paris, il y a fort à parier qu'on reviendra avec rien ou alors très peu. Si on monte avec un projet Corse porté par l'ensemble de la classe politique insulaire, il y aura beaucoup plus de poids face au gouvernement. Mais il y aura forcément des concessions à faire Bien sûr, dans ce cadre-là. Il faudra que je dirais les mouvements nationalistes et les forces plus traditionnelles soient capables de trouver des points d'équilibre. Mais je pense que quand on parle de l'avenir de ce pays, de l'avenir de cette jeunesse, je pense qu'on sera tous capables de mettre un petit peu d'eau dans notre vin et de trouver des points de convergence. Bonjour, bienvenue, bonjour à vous toutes et à vous tous. Pascal Zagnoli est notre invité cette semaine, bonjour. Bonjour Maria. On va parler du retour du FLNC et également de ce mouvement GCC qui est apparu. Comment vous avez interprété tout ça? C'était inéluctable, inévitable? Malheureusement, quand on regarde un petit peu l'histoire de la Corse ces dernières années, on a vu qu'à chaque fois qu'il y a eu des situations de tension
qu'elles soient sociales ou politiques, il y a eu forcément un retour à des formes de violence. Et donc, en effet, maintenant, ça fait plusieurs mois qu'on retrouve une forme de violence clandestine tous les soirs, au moins toutes les semaines. Il y a donc des attentats qui visent soit des résidences secondaires, soit parfois des bâtiments, des édifices publics, comme on a pu le voir du côté d'Apiet ou de la mairie d'Afa. Et oui, malheureusement, de notre point de vue, c'était un petit peu inéluctable, dans la mesure où l'ex-majorité territoriale, PA Gursk, avait réussi quand même, au moins sur ça, à contenir les formes de violence clandestine de 2015 à 2021. Il y avait eu un pas historique qui avait été fait en 2014 avec l'annonce de l'abandon de la clandestinité pour aller vers une voie politique, vers une démarche politique du moins publique et démocratique. Cette voie, c'est la voie que prône le PNC depuis sa création. Nous ne pensons pas que la violence est la bonne solution, est la bonne réponse aux problèmes que rencontre l'île et que parfois peut même engendrer d'autres problèmes plus graves encore. Mais malheureusement, les mécanismes de division initiés en 2021, l'absence de résultats concrets du côté de la collectivité de Corse, une forme de déception dans la base, du côté de la base nationaliste sur un certain nombre de fondamentaux, ont malheureusement conduit, je pense, un certain nombre de personnes à faire le choix personnel, humain et politique d'avoir recours à la violence clandestine. C'est posé la question de la condamnation. Moi, je pense que la question de la condamnation, elle s'est posée dans de mauvais termes. Après, je comprends qu'il y ait des gens qui, à des fins politiques et électorales, aient instrumentalisé ces débats sémantiques. Moi, plutôt que de savoir s'il faut condamner ou non, je préférais qu'on se penche sur les causes qui, justement, ont ramené cette violence et éventuellement sur les solutions que, collectivement, nous devons et nous pouvons trouver pour la contenir, voire la faire cesser. Mais on ne peut pas simplement demander à des militants qui risquent parfois la vie ou des années de prison de rentrer chez eux et de nous laisser faire. Je pense qu'au bout d'un moment, il faut aussi qu'ils aient le gage qu'il y ait des mouvements politiques, des mouvements patriotiques qui comprennent leurs revendications, qui ont les mêmes aspirations qu'eux, mais qui sont capables, démocratiquement, publiquement, de les défendre et de les mettre en œuvre. Justement, dans leurs différents communiqués de revendications, les deux mouvements dénoncent bien évidemment la violence d'État. On a vu des vagues d'interpellations également, et cette absence de réponse du politique. Oui, mais il y a en effet, comme souvent, lorsqu'il y a des phénomènes de violence qui reviennent, des phénomènes aussi ensuite de répression policière et judiciaire. Et en quelque sorte, il y a un petit peu un cercle vicieux qui s'installe et qui risque même de se réinstaller dans les prochaines semaines et les prochains mois encore. C'est en ce sens aussi que c'est profondément regrettable pour nous. Et c'est là aussi où, de notre point de vue, une majorité nationaliste unie, voire même élargie à d'autres forces en 2021, aurait permis de contenir tous ces phénomènes qui, à terme, vont conduire à des drames encore dans des familles corses, avec des années de prison, voire même des drames beaucoup plus graves et beaucoup plus marquants dans des vies familiales et personnelles. Et malheureusement, on risque d'être tous touchés, dans des familles plus ou moins proches ou non. Et c'est en ce sens, à mon avis, que nous avons tous une responsabilité collective d'agir pour ne pas rester les bras croisés face à ce phénomène. Alors justement, vous disiez, il faut retrouver cette cohésion. Il faut retrouver une forme de cohésion. Et quand on parle justement d'unité stratégique, on ne parle pas forcément d'union électorale, de composition de listes, de partage de responsabilités. On parle à minima de dialogue, chose qui aujourd'hui est rompue dans le mouvement national entre certains partis et certains mouvements. On parle de convergence idéologique, de convergence patriotique, pour qu'à minima, on soit capable de se parler entre mouvements et entre partis sans tabou, et pour qu'on soit capable d'opposer au moins une forme de majorité idéologique face aux agressions, en quelque sorte, que je dirais, que subit la Corse de la part de l'État central qu'est Paris. À l'Assemblée de Corse, sur les grands dossiers, on sent plutôt de la dissension que de l'union. Bien sûr, mais quand on parle d'unité stratégique, ça ne veut pas dire qu'il faut d'un autre côté tout accepter de la part de la majorité territoriale quand elle dépose des rapports. Je vous prends deux exemples concrets. Sur le budget primitif, nous avons voté contre parce que nous avons considéré qu'un certain nombre d'orientations budgétaires n'étaient pas bonnes pour la collectivité de Corse et qu'elles n'allaient pas dans de bonnes trajectoires. Et à côté de ça, nous avons voté le rapport sur les OSP aériennes parce qu'on considérait, bien qu'en ayant émis quelques réserves sur le financement de l'Office des Transports, que globalement, ça allait dans le bon sens. Et c'est justement en quelque sorte ce qui renforce aussi nos votes contre. C'est-à-dire quand il faut voter contre parce qu'on considère que sur le plan idéologique,
concret ou technique le compte n'y est pas, on le fait. Et quand la majorité propose des rapports qui vont dans le bon sens, on la soutient sans aucun problème. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. À tout à l'heure. Merci. Bonjour, bienvenue. On retrouve le secrétaire national du Parti Tudela Nazione Corsa, Pascal Zagnoli. Bonjour. Bonjour à tous. On parlait de cette nécessité pour le mouvement national peut-être de se remettre en cause aussi. Il y a eu, alors on a parlé ce matin des mouvements clandestins, il y a les jeunes, les organisations de jeunes, les organisations étudiantes aussi, qui sont venues, on va dire, tirer un peu leur aîné par l'oreille en disant finalement maintenant il faut agir. Alors vous êtes à la fois représentant donc du PNC, le responsable du PNC, vous êtes jeune aussi, un petit peu entre les... Oui, il y a eu un message, je dirais, globalement des organisations, des mouvements de jeunesse nationalistes, donc syndicats étudiants, structures jeunes de partis politiques, qui ont mis en avant un petit peu une forme de plateforme stratégique de jeunesse avec la création donc, de ce mouvement ou collectif du Juventud Corsa. Et quelque part, je dirais qu'ils ont bien fait. Et si au moins les mouvements de jeunesse sont capables de faire fi des divisions et de discuter entre eux et de travailler et d'aller sur des actions communes, etc. Moi, je pense que ça va dans le bon sens, dans une logique politique globale, et y compris pour l'avenir. Donc, de ce point de vue-là, je m'en félicite. Et en effet, il y a eu quelque part une forme un petit peu de remise en cause de leurs aînés quant à la stratégie globale et politique qui a bien souvent déçu bon nombre de jeunes, encartés ou non, mais globalement de jeunes Corses politisés, nationalistes ou non aussi. Et je pense que cette initiative, moi je la vois plutôt d'un bon œil. Je ne sais pas jusqu'où elle ira, je ne sais pas si elle a la vocation justement à perdurer ou à se structurer, mais au moins sur le plan de la discussion globale entre jeunes, je pense que c'est une très bonne chose. Alors justement, cette jeunesse, elle est à l'initiative, on va dire, un peu de la reprise, pas de la reprise, mais plutôt de la constitution des discussions. C'était malheureusement après le tragique assassinat d'Ivan Colonne. Aujourd'hui, elle a vraiment un mot à dire, elle a toujours eu un mot à dire dans le mouvement national, mais aujourd'hui, plus que jamais. Moi, je pense qu'elle a sa place aussi dans ce qui se passe actuellement, dans ces discussions. Moi, j'étais moi-même à l'époque, pas plus tard que l'an dernier, membre du collectif de Corté. Les jeunes ont pris toute leur part dans ce collectif, ont assumé beaucoup de responsabilités, trop même, parfois, il faut aussi le dire. Et malgré tout, les jeunes qu'on est ou qu'on était, nous n'avons jamais baissé la tête, on a toujours fait ce qui nous semblait bon de faire en notre âme et conscience, parfois après des discussions âpres, dures, parce que quand on réunit toute une famille politique avec des dissensions qui durent pour certains depuis 20 ou 30 ans, ça n'a pas toujours été simple. Et malgré tout, les jeunes ont fait bloc. Et je pense que oui, justement, les jeunes aujourd'hui, ils ont aussi leur mot à dire, à voir sous quel format, dans quelles conditions aussi, parce qu'après, il y a aussi des élus qui ont une légitimité, et c'est normal que les élus soient en première ligne. Mais je pense qu'on ne peut pas oublier, justement, ces mouvements de jeunesse qui sont en quelque sorte à l'origine du début de ces négociations, puisque quand Gérald Darmanin vient le 16 ou 17 mars à l'Assemblée de Corse, il vient à la suite quand même de deux grosses manifestations émaillées de très nombreux incidents et mouvements populaires. Donc il y a des instances consultatives à la collectivité de Corse dans lesquelles sont représentés ces jeunes. Peut-être qu'il y a un pas à faire de ce côté-là, puisque en matière de consultation, pour l'instant, depuis un an, il me semble que la collectivité de Corse n'a pas non plus été au rendez-vous. Les jeunes qui ne vont pas à Paris, les organisations syndicales qui ne vont pas à Paris non plus. Tout à fait. Alors après, je ne sais pas si les jeunes, les organisations syndicales, les syndicats de travailleurs ont vocation à monter à Paris toutes les 6 semaines, puisqu'il y a déjà quand même une délégation qui est très large, avec plus de 26 élus, 25-26 élus, donc qui montent, et c'est déjà en quelque sorte un petit peu parfois inaudible. Mais au moins, je pense qu'à l'échelle locale, il y a quelque chose, une instance de concertation, peut-être un second cercle à imaginer justement avec les jeunes, avec peut-être l'Université de Corse, avec le CESEC, l'Assemblée de Juventud, avec les syndicats de travailleurs, qui eux aussi ont une forme de légitimité de par les élections professionnelles. Et tous ces gens-là, je pense qu'il faut les entendre. Il y a une forme de société civile corse qui doit aussi se faire entendre. Alors peut-être pas à Paris, mais je pense qu'à minima en Corse, on doit les écouter, les consulter et les intégrer à des groupes de travail en amont des réunions à Beauvau. Alors, vous disiez, vous faisiez partie du collectif de Corté l'année dernière. Vous êtes aujourd'hui à la tête du PNC. C'est quoi la position la plus confortable et qui, selon vous, est la plus efficace? Vous avez décidé de... Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait une position qui soit plus confortable que d'autres. Le collectif de Corté, il a été, entre guillemets, et sans mauvais jeu de mots, constitué un petit peu dans le feu de l'action, en réaction justement au tragique
la tragique agression, au tragique assassinat qu'a subi Yvan Colonne en prison, il y a eu une forme de réaction épidermique. Nous, en tant que jeunes étudiants à Corté, on a fait ce qui nous semblait bon de faire, c'est-à-dire réunir tout le monde sous un chapiteau, réunir tout le monde dans des actions, dans des mobilisations, entre guillemets, porter un petit peu un vent de colère, de révolte, d'incompréhension face à ce qui nous semblait être une injustice et un acte ignoble. Et maintenant, il y a donc, vous l'avez dit, cette nouvelle fonction de secrétaire national du PNC qui est un petit peu différente dans l'esprit, dans le contexte, mais qui, après, c'est sûr, me laisse les coups des franches pour produire, pour travailler, et pour porter peut-être une voix qui est un petit peu plus singulière aussi. C'est-à-dire c'est quand on est dans le cadre d'un collectif qui est en réaction, comme je vous l'ai dit, à une agression bornée autour uniquement donc, de 3 revendications, qui étaient Giustizia, Verità per Ivan, riconoscenza di diritti di un popolo corso et libertà per i prigionieri puliti. Donc on était borné autour d'un triptyque dans un contexte bien ciblé, tant médiatique que politique, là où maintenant, donc à la tête d'un parti politique, je suis dans une action qui est beaucoup plus globale et générale pour la Corse. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. Merci. À demain. Bonjour, bienvenue à Pascal Zagnoli, bonjour. Bonjour. On va parler d'une élection, les élections municipales, qui ne vont pas tarder à arriver, puisque ça va être très très prochainement, quoique, mais est-ce que vous êtes disponible pour ces élections municipales? On peut penser à Ajaccio par exemple. Moi j'étais colistier de mon ami Jean-François Casalt en 2020, je continue de travailler avec lui, avec Julia Thibert qui sont élus dans l'opposition à Ajaccio, où on prépare les séances du conseil municipal ensemble. On continue de travailler globalement sur ce qui se passe sur la ville et même au-delà sur la CAPA, et je reste bien entendu inscrit pleinement dans cette démarche derrière Jean-François. Et évidemment, je pense que nous serons présents lors des prochaines municipales. Reste évidemment à trouver le bon format, la bonne démarche, une dynamique, mais tout ça, ça se travaille, et évidemment à produire un projet de fond pour cette ville. À définir le cadre, vous parliez de cette globalité du mouvement national, ça pourrait s'envisager dans le cadre d'une municipale? Peut-être qu'une élection municipale, qui sont souvent des élections justement très locales, permettent un rassemblement plus large que sur une territoriale ou sur une législative. Donc rassembler au mouvement national et peut-être même au-delà, parce que quand on parle justement d'une municipale, on parle d'un projet pour sa ville, pour ses habitants, et on peut peut-être faire aussi fi de certains clivages politiques, même si évidemment le corpus idéologique du projet, il sera plus proche de notre famille politique que d'autres, mais d'aller chercher peut-être des personnalités venues d'autres horizons pour avoir une assise un petit peu plus large sur la ville, oui. Bastia, Porto Vecchio, aujourd'hui Ajaccio, c'est une citadelle à prendre? C'est l'un des derniers bastions à faire tomber, en effet, vous l'avez dit. Bastia est tombé en 2014, Porto Vecchio est tombé en 2020, et un des derniers bastions que le mouvement national n'a toujours pas réussi à faire tomber, c'est la ville, peut-être dans des problèmes d'ordre stratégique, peut-être aussi, et souvent, à cause de divisions dans la famille nationaliste. Et donc, si on souhaite faire quelque chose en 2026, il va falloir en amont préparer tout ça et se poser les bonnes questions. Est-ce que vous travaillez déjà sur ces municipales ou pas encore? Au sens électoral du terme, pas vraiment. Nous, je vous l'ai dit, on est inscrit dans une démarche d'opposition au conseil municipal. Donc, on fait gérer un travail régulier sur les grands dossiers qui concernent la ville d'Ajaccio et même au-delà, donc tout le pays ajaccien. Et après, donc, il y a évidemment donc, une équipe, un noyau resserré autour de Jean-François et de Julia, donc, qui sont nos élus au conseil municipal, qui travaillent sur toutes les thématiques qui concernent la ville et tout ce qui peut nous concerner aussi pour le futur. En Ajaccio, les grands dossiers, c'est forcément l'immobilier? Ça en fait partie, immobilier, urbanisme, logement, il y a de nombreux problèmes, mais pas que, il y a aussi des problèmes au niveau du transport, de la mobilité, de l'offre culturelle, linguistique. Donc je pense qu'il y a, aujourd'hui Ajaccio est confronté, va arriver tôt ou tard aussi un petit peu à la croisée des chemins, puisqu'on reste au niveau des strates françaises, une ville moyenne, une petite ville, mais malgré tout on est aussi la première ville de Corse. Il va falloir qu'on soit aussi capable d'impulser une forme de dynamique, puisque quand Ajaccio réussit, c'est aussi la Corse en quelque sorte qui réussit. Qu'est-ce qui manque? Je pense qu'il manque beaucoup de dynamisme, peut-être un petit peu aussi une forme de clairvoyance. Alors il y a des grands dossiers qui sont dans les tuyaux, qu'on ne partage pas forcément, je pense notamment au téléphérique, il y a peut-être d'autres choses à imaginer, notamment du côté
du fonds de baie. On a vu qu'il y a eu il y a quelque temps une petite polémique entre la collectivité de Corse et la ville d'Ajaccio. Nous, on regarde ça avec beaucoup d'intérêt puisqu'on siège à la fois dans l'opposition à la ville d'Ajaccio et dans l'opposition à l'Assemblée de Corse. Donc au moins, on ne peut pas nous opposer net parti pris. Et quand on était dans la majorité, dans l'ex-majorité territoriale, on a toujours défendu, autant que faire se peut, les intérêts de notre ville. Mais voilà, je pense qu'il manque un petit peu une forme de dynamisme et peut-être une forme d'approche un petit peu plus locale et corsiste avec des projets qui nous correspondent un peu plus plutôt que ce qui se fait de l'autre côté de la mer. L'arrivée de Stéphane Eusbradge à la tête de la ville, c'est une forme un petit peu de chaise musicale et sans manquer de respect à Stéphane Eusbradge pour qui j'ai beaucoup de respect sur le plan personnel. Il y a donc le maire de la ville qui a fait le choix d'aller vers une forme de tremplin un petit peu national. Et donc aujourd'hui, il y a un nouveau maire avec une nouvelle méthode, une nouvelle façon de travailler, y compris à l'endroit de l'opposition, quelqu'un qui semble être quand même un peu moins clivant, un petit peu plus consensuel aussi dans ses prises de parole. Maintenant, on jugera sur pièce. Et comme je vous parlais il y a quelque temps donc, de notre logique d'opposition constructive à l'Assemblée de Corse, on est un petit peu dans la même logique du côté du conseil municipal. 80% grosso modo des rapports qui sont proposés sont votés parce que ce sont des rapports de gestion courante ou des rapports qui vont dans le bon sens. Et les 20% restants sur les orientations stratégiques en matière d'urbanisme, de déplacement urbain, de grands dossiers stratégiques, eh bien on s'oppose parce qu'on a deux visions qui sont totalement et qui sont diamétralement opposées. On ne souhaite pas d'une ville d'Ajaccio à plus de 100 000 habitants, on ne souhaite pas d'une ville d'Ajaccio avec une urbanisation galopante sur l'est de la ville. Nous, on souhaite rester ce que l'on est, ajaccien, corse, défendre notre identité et autant que faire se peut, faire en sorte que les générations futures et nos enfants soient capables de grandir dans le cadre qu'on a pu connaître par le passé. Merci beaucoup Pascal Zanioli, à tout à l'heure. Bonjour Pascal Zanioli. Bonjour. On vous retrouve, on parle des dossiers d'Ajaccio. On a vu dans l'opposition municipale avec Jean-François Casalte et Julia Tiberi que vous évoquiez ce matin pour le PNC. Il y a également cette opposition municipale de Jean-Paul Carolaggi qui a introduit des recours en justice contre certains dossiers liés au foncier parce que c'est la grosse problématique, semble-t-il, dénoncée par l'opposition aujourd'hui. Bien sûr, il y a une très grosse problématique au niveau du logement, du foncier et de l'urbanisme, globalement sur la ville d'Ajaccio. Sur le logement, tout d'abord, quand on regarde un petit peu les prix de vente au mètre carré ou même de location au mètre carré sur l'hypercentre-ville, on est sur les mêmes strates de prix que certaines grandes agglomérations en France. Aujourd'hui, un jeune qui sort de l'université et qui souhaite s'installer seul sur la ville d'Ajaccio, il est très compliqué d'accéder à la propriété. Et il devient même de plus en plus compliqué de louer un appartement sur l'hypercentre. Et donc, il y a une forme de déportation des plus jeunes, j'irais, sur la couronne, maintenant qu'on appelle la couronne ajaccienne, du côté donc, de Mezzavi, de Baleone, etc. Donc, tout ça, c'est un petit peu les mécanismes que l'on dénonce. Il y a une forme aussi d'airbnbisation de l'hypercentre-ville. Donc, il y a, sur la thématique du logement, il y a un très gros travail à faire. Et à cela vient s'ajouter la pression foncière en matière d'urbanisme, où vous avez parlé du recours introduit par Jean-Paul Carolaggi, notamment donc, sur les villas à Amman, donc sur la route des Sanguinaires, qui a cristallisé en quelque sorte les tensions, parce que c'est l'exemple concret de ce qu'on dénonce. Pour nous, la puissance publique, elle doit venir au bénéfice du plus grand nombre et pas servir des intérêts particuliers. Et là, en l'occurrence, la justice a donné raison à l'opposition, notamment au docteur Jean-Paul Carolaggi. Il y a eu une décision qui n'aurait pas dû être prise. Et nous, de notre point de vue, si nous étions aux affaires, si nous étions en responsabilité, on changerait notre fusil d'épaule et on mettrait en quelque sorte le mécanisme inverse. On ne serait pas au pouvoir pour servir les intérêts de quelques-uns, mais au contraire, pour opposer un projet global pour les plus jeunes et pour le plus grand nombre. Vous parliez de la politique des transports aussi, sur le réseau de l'ACAPA, du pays ajaccien, ce téléphérique qui devrait arriver. Il y a beaucoup de grands dossiers, l'hôpital d'Ajaccio, l'ancien hôpital d'Ajaccio aussi. Quel est le point de vue du PNC ? Il y a de très gros problèmes sur cette zone géographique, particulièrement du côté du Stillette, où là aussi on retrouve une urbanisation galopante, avec des collines qui ont été rasées, 700-800 logements, il me semble, qui ont poussé ou qui sont encore en train de pousser, un hôpital neuf, mais qui est sur une zone enclavée, avec une seule voie d'accès, la rocade. Tous les Ajacciens savent qu'elle est globalement embouteillée à toutes les heures de pointe, chaque jour de l'année.
On nous vend donc un téléphérique comme étant la solution miracle. Nous, on est opposés à ce projet de façon claire, sans ambiguïté. Nous sommes extrêmement dubitatifs sur la pertinence technique quant au coût imposé par ce projet, tant en matière d'investissement qu'en matière de fonctionnement. Il va falloir plusieurs milliers de passagers par jour pour que l'outil soit à l'équilibre financier. On pense tout simplement que non seulement techniquement cela ne résoudra rien, puisque pour absorber plusieurs milliers de passagers, il va falloir aussi que les personnes soient capables de laisser leur véhicule à proximité. Or, avec un parking de 300 places, ça semble extrêmement compliqué sur une zone qui, elle aussi, Saint-Joseph, est extrêmement embouteillée. Et sur le plan financier, on pense qu'il sera extrêmement coûteux pour la ville à l'année, puisque si le succès n'est pas au rendez-vous, il faudra compenser les pertes de cet outil. Le transport, plus globalement? Le transport, globalement, mais c'est un problème. Le problème, c'est que c'est un problème d'ensemble. Aujourd'hui, on ne peut plus aborder la question du téléphérique sans parler de mobilité globale sur Ajaccio et sur le pays ajaccien. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des choses à faire, y compris du côté de la collectivité de Corse, en matière de train-tram, comme ça s'est vu sur le Grand Bastia, peut-être aussi avec des parkings en périphérie de la ville, peut-être du côté de la plaine de Père, de Sarre, voilà, pour essayer justement d'absorber tous ces véhicules et tous ces flux entrants, parce qu'aujourd'hui, on parlait de... Le problème, c'est que les phénomènes sont un petit peu en forme de cascade. On parlait de tous ces gens qui ne peuvent plus se loger à centre-ville, donc qui se logent sur les villages, sur les communes de la CAPA, mais ils continuent de venir travailler en ville. Donc ça veut dire que tous les jours, il y a des flux entrants qui sont extrêmement nombreux et que le réseau routier, tout simplement, ne peut pas absorber. Donc il faut, je pense, avoir une vision globale de l'aménagement du pays ajaccien. C'est ce qui manque actuellement en matière de logement, de déplacement urbain, de stationnement, sur hypercentre, mais pas que, parce qu'il y a aussi maintenant de nombreux bassins de vie autour et on se rend compte que tout pose problème. Et c'est aussi un petit peu le sens de nos critiques qui sont récurrentes, qui parfois agacent aussi la majorité municipale, mais on ne critique pas pour critiquer, on critique parce qu'on subit, nous aussi au quotidien, ces phénomènes. Justement, pour faire face à ça, est-ce qu'on reprend un peu le début de l'interview sur la possibilité d'aller unis à cette élection? Est-ce que vous pourriez faire, vous, un pas pour pouvoir résoudre tous ces problèmes et arriver aux affaires de la tête de la ville? Où est-ce que se situe la marge, en fait, que vous seriez prête à concéder? C'est un petit peu justement ce que je vous disais quand je parlais d'unité ou de projet municipal. On en revient justement à cette notion même de projet concret, c'est servir les Ajacciens, servir les habitants, améliorer le quotidien. Et si demain il devait y avoir donc un changement de majorité municipale, c'est pas juste dire on va remplacer Stéphane Debrage par Jean-François Cazalt ou par quelqu'un d'autre. C'est véritablement qu'il y ait une nouvelle équipe qui soit capable de répondre aux problèmes concrets que subissent et que rencontrent les Ajacciens au quotidien. Vous parliez justement de l'hôpital d'Ajaccio, ça m'y fait penser. Aujourd'hui, on a un nouvel outil qui est, semble-t-il, très bien pour travailler, donc pour les personnels, etc. Mais il y a des problèmes au niveau des ressources humaines. Il y a depuis quelques jours sur les réseaux sociaux des photos qui fleurissent, de gens qui attendent dans les couloirs car il n'y a pas suffisamment de lits, de chambres dans les unités de court séjour ou aux urgences. Donc là aussi, il va falloir se poser les bonnes questions. Comment on a pu produire et prévoir un tel outil avec le coût qui a été le sien pour qu'on se rende compte aujourd'hui qu'il est déjà plus adapté avant même la saison estivale où il risque d'avoir aussi une recrudescence des blessés et un phénomène d'engorgement des services d'urgence. Donc là aussi, la mairie d'Ajaccio doit jouer un rôle. Le maire d'Ajaccio, je vous rappelle, il est de droit président du conseil de surveillance de l'hôpital d'Ajaccio. Donc je pense qu'il faut aussi que de ce point de vue-là, la mairie joue pleinement son rôle. Pour poser la question de manière un peu plus crue et pour terminer sur ce dossier des municipales, on voit bien qu'il y a beaucoup de soucis sur la ville d'Ajaccio, de votre point de vue, sur la CAPA également. On sait aussi qu'une élection, c'est forcément une question d'ego. Donc pour résoudre ces problèmes du plus grand nombre, est-on capable aujourd'hui, la famille nationaliste est-elle capable aujourd'hui de mettre les égos de côté? Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la famille nationaliste souhaite gagner Ajaccio ou non? Elle est constamment partie en ordre dispersé à Ajaccio. En 2020, nous avions deux listes nationalistes contre nous, et même si en démocratie la pluralité est de mise et que chacun est libre d'être candidat ou non à une élection, la question qu'il va véritablement falloir se poser, c'est est-ce qu'on souhaite changer le visage de cette ville? Est-ce que les nationalistes souhaitent réussir à Ajaccio? Si la réponse à ces deux questions est oui, à ce moment-là, le seul
la seule question qu'il faudra se poser, ce sera celle du projet. Et ensuite, les questions d'ego, de place, de liste, de tête, de liste se poseront ensuite. Mais nous, ce qui nous importe vraiment, c'est de proposer un projet pour notre ville. On a des élus qui ont une légitimité importante dans la mesure où ils travaillent depuis 2020, ils n'ont jamais abandonné le terrain, ils continuent de tourner régulièrement dans les quartiers, de recevoir les gens qui ont des problèmes, les associations. Ils ont un taux d'assiduité qui frôle les 100% au conseil municipal. Nous, de notre côté, nous sommes prêts et à travailler et à proposer un projet aux autres forces politiques. Merci beaucoup, Pascal Zagnoli. À demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous. On retrouve le secrétaire national du Parti Tudia Nazione Corsa, Pascal Zagnoli. Bonjour. Bonjour Maria. On va parler du dossier de la précarité. Malheureusement, la Corse, on a tendance à le dire, région la plus pauvre de France, mais aujourd'hui, le fossé se creuse encore plus. Oui, situation très préoccupante d'un point de vue donc, de la précarité. Le fossé se creuse encore plus. Ça fait quelques années qu'on dit la Corse est la région la plus pauvre de France. Et malheureusement, d'année en année, tous les critères sociaux qui sont mis en avant font état d'un renforcement, d'une aggravation de ce phénomène. Et les mécanismes que l'on rencontre actuellement, d'inflation, de hausse des prix, de hausse du taux de chômage et d'un petit peu tout ce contexte social qui est très compliqué, y compris vis-à-vis de la réforme des retraites, je ne sais pas si on en parlera, viennent renforcer en quelque sorte la position de fragilité de la Corse et de son peuple. Et à côté de ça, il y a un phénomène démographique qui vient aussi accentuer cette problématique. Les stats INSEE qui sont sortis il y a quelques semaines font état de près de 14 000 personnes qui sont rentrées sur l'île ces 5 dernières années, dont 80% qui sont composés de personnes âgées de plus de 60 ans. Donc on a aussi une forme de seniorisation de la société corse, paradoxalement dans la région qui est la moins dotée en matière d'accueil, de structures d'accueil pour personnes âgées. Donc là aussi, d'un point de vue social, voire même sanitaire, on a une très grosse problématique sur laquelle il va falloir se pencher très vite. Très vite, y compris pour la jeunesse. On le voit avec les organisations étudiantes. Y compris pour la jeunesse, pour les personnes qui fréquentent un petit peu les campus cortenais ou qui ont eu un engagement syndical du côté de l'Université de Corse ces dernières années. Ils savent à quel point les dossiers de demande d'aide sociale d'étudiants sont nombreux. Ils savent à quel point l'association l'Aiuto Studentino fait un très gros travail et à quel point les demandes sont de plus en plus importantes. Et quand on parle de demandes, on parle de demandes primaires, c'est-à-dire de produits d'hygiène de première nécessité. On parle de produits alimentaires pour se restaurer, même s'il faut saluer le gros travail qui a été fait par Marco Polo Luciani au Crous de Corse avec la gratuité des repas dans les restaurants universitaires pour tous les étudiants. Ça, pour le coup, c'est une avancée qui est salutaire et dans le contexte actuel qui prend du sens, puisque au moins les étudiants peuvent manger midi et soir à l'université de Corse, mais malheureusement, ça dit aussi la nécessité d'urgence sociale à laquelle nous sommes confrontés. Vous abordiez la réforme des retraites avec le positionnement notamment de Paul-André Colombani, qui est député PNC au sein du groupe Lyotte. Il y a un nouveau projet qui va être déposé. On vous a vu dans la rue pour manifester contre cette réforme des retraites. Pourquoi ? Vous l'avez dit, donc, du côté du PNC, et notamment par la voix de Paul-André Colombani à l'Assemblée nationale, on s'est opposé à cette réforme des retraites. Alors, pas pour s'opposer de façon générale à une réforme des retraites. Peut-être qu'il faut, pour les 5, 10 ou 15 années à venir, une réforme des retraites. Mais on s'est opposé à cette réforme particulièrement pour plusieurs raisons. D'abord, sur le volet démocratique, parce que le mécanisme institutionnel et juridique qui a été utilisé nous semble être profondément anti-démocratique, car il a en quelque sorte bafoué les temps de débat et bafoué la représentation élue qui devait justement débattre de tout ce qui était proposé par le gouvernement. Et ensuite, j'irai sur le fond du texte. Nous sommes opposés au recul de l'âge légal de départ à la retraite, parce qu'on considère aussi que cette réforme, elle impacte principalement les femmes, notamment qui ont eu des carrières assurées parce qu'elles ont eu des enfants ou pour diverses raisons familiales, et parce qu'on considère aussi que cette réforme, elle va avoir un impact encore plus important en Corse. Je vous parlais tout à l'heure de la donnée démographique des plus de 60 ans qui arrivent sur l'île. Si la réforme passe en l'état, il y aura aussi un impact social et en matière de finances publiques pour une caisse de retraite corse, y compris peut-être demain, dans le cadre d'une collectivité autonome de Corse qui aurait une caisse de retraite autonome, il y aura un fort impact parce que tout simplement, si les Corses n'ont pas cotisé
jusqu'aux durées qui sont imposées dans ce projet de loi, il y aura un très fort impact social dans la région qui est déjà la plus pauvre de France, avec des prix très élevés en matière de logement, en matière alimentaire. Donc nous, de notre côté, on est très inquiets. Et vous l'avez dit, le groupe Lyotte déposera au début du mois de juin une PPL qui proposera tout simplement d'abroger cette réforme. Il y a un mécanisme institutionnel donc, qui est en cours et on va suivre ça de très près. Merci beaucoup Pascal Zagnoli. À tout à l'heure. Merci. Bonjour à notre invité Pascal Bonjour. Zagnoli. On parlait de la réforme des retraites, alors forcément en Corse on va parler des organisations syndicales et de ce mouvement unitaire qui avait pris le dessus sur cette réforme des retraites, et puis il y a eu cette fracture avec les incidents qui se sont passés à Bastia entre le STC et la CGT. Oui, vous l'avez dit, il y avait donc une forme d'unité dans l'intersyndicale en Corse, comme au niveau français d'ailleurs. Et donc, ces regrettables incidents donc, entre deux structures syndicales du côté de la centrale de Loukchane qui ont conduit à quelques formes de dissension maintenant sur le front qui jusqu'à présent était unitaire contre la réforme des retraites. C'est dommageable. Après, il est évident que lorsqu'il y a des problèmes de cette ampleur-là, on peut aussi comprendre que les organisations syndicales décident en quelque sorte un petit peu de se rétracter ou de ne plus forcément travailler ensemble. Et j'ose espérer que le temps et le bon sens l'emporteront. Sur la méthode des organisations syndicales, même au niveau national, bloquer le pays, ça veut dire aussi peut-être mettre à mal un certain nombre d'entreprises. Vous parliez de la situation en Corse. On sait qu'il y a beaucoup de TPE, de PME qui ont eu des difficultés aussi face à un certain blocage. Oui, il y a eu un climat social qui a été extrêmement tendu, massif, populaire, répétitif aussi, sur de nombreuses semaines. Et évidemment que lorsqu'il y a un climat social qui est tendu, il y a aussi des répercussions économiques pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises et donc aussi pour les employés. Mais c'est là aussi où, en quelque sorte, on peut en vouloir au gouvernement. Je pense que le président de la République et sa première ministre n'ont pas pris peut-être la mesure de l'urgence sociale, de la crise aussi politique qui sévit actuellement en France. Et là où il aurait peut-être fallu remettre tout le monde autour d'une table, discuter, concerter, peut-être aussi temporiser. Je pense qu'il n'y avait pas d'urgence non plus à faire cette réforme des retraites. Je pense que le gouvernement, enfin le président de la République a encore quelques années avant la fin de son quinquennat. Je pense qu'on aurait pu faire au moins une petite pause, 3, 4, 6 mois pour concerter, expliquer, dialoguer, voire même revoir certains points de cette réforme. Et c'est aussi en ce sens où, je vous parlais tout à l'heure, où on regrette le mécanisme juridique institutionnel qui a été utilisé du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat avec des temps de débat raccourcis, avec les 49.3. Il faut quand même savoir que l'Assemblée nationale, par 2 fois, n'a pas pu s'exprimer, n'a pas pu voter sur cette réforme des retraites parce qu'elle a été en quelque sorte un petit peu censurée, pour le coup, par le gouvernement. Et je pense que tous ces artifices juridiques n'ont fait que renforcer un petit peu le climat de défiance qu'il y a vis-à-vis de la classe politique et donc avec les conséquences que l'on connaît. On va se faire un peu l'avocat du diable. Le gouvernement dit on n'a pas pu discuter parce que la NUPES, finalement, nous en a empêché au départ et a cassé le dialogue à la base. Peut-être, oui. Il y a eu plusieurs milliers d'amendements qui ont été déposés par la NUPES. Il y a eu un climat assez tendu du côté de l'Assemblée nationale. Moi, la façon de faire de la politique de la NUPES, c'est pas forcément ma conception. Il y a une forme aussi un petit peu de folklorisation de la vie publique, de folklorisation de l'hémicycle qui ne correspond pas à ma manière de faire de la politique. C'est clair, c'est dit. Mais pour autant, je pense que le président de la République, je pense que la première ministre et le ministre du Travail auraient au moins dû discuter avec les organisations syndicales. Moi, je n'ai pas compris les attaques répétées et directes à l'endroit de la CFDT dès les premiers jours de mobilisation. Là, on sait que la CFDT a toujours été quand même un syndicat ouvert au dialogue, à l'inverse d'autres structures qui ont peut-être été toujours beaucoup plus butées, beaucoup plus dures en matière de dialogue social. Mais donc, il y a eu une forme de mépris, de passage en force dès les premiers instants qui ont conduit à une rupture du dialogue très, très rapide. Cette proposition de loi qui sera déposée par le groupe Lyotte, ce sera le 8 juin prochain. Elle pourrait passer, selon vous, alors peut-être pas le stade de l'Assemblée nationale, mais au moins le stade du Sénat. Je pense que cette proposition de loi a des chances de passer. Après, il faudra voir plusieurs choses. Dans le cadre de la niche parlementaire, donc les débats vont se stopper à minuit. Donc déjà, à voir si la majorité présidentielle, face à ces contradictions, ira jusqu'au vote ou va user des mêmes artifices institutionnels que la NUPES en déposant plusieurs milliers d'amendements pour ne pas aller au vote.
Ensuite, en effet, il y a fort à parier qu'au Sénat, cette PPL ne passera pas, mais il n'échappera à personne qu'en dernière lecture, c'est l'Assemblée nationale qui votera une deuxième fois dans le cadre de la navette parlementaire. Et donc, je pense, en effet, oui, que ça va être très serré, mais que cette PPL a des chances d'aboutir du côté de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Pascal Zanoli. À Merci. demain. Bonjour à vous toutes et à vous tous, c'est Pascal Zanoli, notre invité cette semaine. Bonjour. Bonjour Maria. Dernier rendez-vous de la semaine, on va parler des problématiques environnementales, notamment autour de la préservation de la biodiversité, des incendies. On sait qu'il y a un débat important au sujet des incendies à l'Assemblée nationale, notamment avec les députés qui sont intervenus, les députés corses aussi qui sont intervenus dans ce débat. Tout à fait, oui. Déjà, au niveau environnemental et au niveau des incendies, je dirais, il y a deux plans. Il y a le plan de la prévention au niveau de tout ce que l'on demande tous les ans, c'est-à-dire d'avoir une base avancée de Canadair sur l'île, d'avoir des services, d'avoir plus de moyens en termes de services d'incendie et de secours. Et puis après, il y a le côté plus préventif et d'anticipation au sens de ce que l'on connaît des phénomènes de réchauffement climatique et de bouleversement climatique. Et donc il y a des discussions et des actions qui sont à mener sur ces deux niveaux, à l'échelle européenne, française, mais aussi à l'échelle corse, où il y a notamment des travaux qui ont été impulsés après une motion de Pierre Paul, qui a par ailleurs présidé le 6-2A sous l'ancienne mandature. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, où il y a une prise de conscience qui est plus ou moins généralisée, et maintenant il faut se mettre tout simplement au travail et produire. Et produire. Alors on voit que ce débat, on avait vu les propositions d'Emmanuel Macron pour cette base prépositionnée, non pas en Corse, alors que les élus l'avaient véritablement réclamé. Il y avait même une autre solution qui avait été envisagée. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on craint toujours autant ? Je pense qu'on craint toujours autant, si ce n'est plus, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les incendies qui à l'époque étaient localisés uniquement en saison estivale, pour ne pas dire juillet ou août, on connaît maintenant des incendies plus ou moins toute l'année, avec plus ou moins d'ampleur, évidemment. Mais oui, il y a toujours les mêmes craintes. Et donc, il y a toujours cette même revendication d'avoir une base avancée en Corse. Et peut-être même que la Corse puisse être pionnière en matière d'une réponse qui soit euro-méditerranéenne. Puisqu'on voit bien que très souvent, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sont confrontés à des incendies, que dans des délais plus ou moins courts, la France joue un rôle de solidarité européenne en envoyant des moyens aériens, et bien souvent il y a plusieurs jours d'acheminement parce que les Canadair viennent de très loin, là où la Corse pourrait justement servir de base avancée pour une forme de coordination qui sera euro-méditerranéenne. Cette problématique du dérèglement climatique, justement, elle est européenne, elle est mondiale, mais elle peut aussi être analysée à l'échelle de la Corse. On peut faire des choses ici en termes de traitement de l'eau, en termes d'analyse de tout ça. Pas besoin d'être mondialisé. Non, alors autant il y a un phénomène qui est en effet qui est mondial ou mondialisé, et pour autant la réponse elle ne doit pas être uniquement à l'échelle internationale ou européenne. Je pense qu'il y a différents niveaux d'action, différents leviers qui doivent être actionnés, et bien sûr qu'à notre échelle, il y a des plans qui peuvent être mis en œuvre, il y a des mesures qui peuvent être prises en matière hydraulique, pour tout ce qui est rétention d'eau, récupération des eaux de pluie, en matière énergétique, peut-être pour sortir en quelque sorte un petit peu des énergies carbonées qui n'améliorent pas un petit peu, je dirais, l'atmosphère. Et il y a divers plans qui peuvent être prévus, notamment dans le cadre de la PPE, mais pas que, même en dehors, pour permettre de limiter les effets de l'impact carbone et limiter les effets du réchauffement climatique. Cette PPE, vous avez des infos, on en est où aujourd'hui? La centrale du Vadj, par exemple, la centrale de Basse-Télicatch. Gaz naturel, il semble carburant propre plutôt. Visiblement, donc d'après le rapport qui est passé très récemment à l'Assemblée de Corse, on s'orienterait donc vers l'énergie des biomasses pour faire fonctionner la centrale, la future centrale du Vaz. Bon, la PPE, on peut regretter quand même qu'il y ait un retard historique, tant en termes d'infrastructure, mais aussi en termes de calendrier et de temporalité. C'est un dossier qui a connu énormément de retard. C'est un dossier qui va demander un très lourd investissement financier. Et donc aujourd'hui, on s'orienterait vers le biomasse, vers l'huile de colza, pour être un petit peu plus précis et schématique.
ça peut faire sourire. On peut aussi être dubitatif sur la technique employée, ou en quelque sorte, on va quand même un petit peu aussi renforcer la dépendance de la Corse, puisque jusqu'à preuve du contraire, on ne produit pas de colza, ou du moins on n'en produit pas en quantité suffisante sur l'île pour être autonome en matière de production. Donc on sera bien obligé d'importer cette matière-là pour faire fonctionner la future centrale du Vaz. On sera aussi indexé en matière de coûts sur les marchés européens. Donc il peut y avoir aussi un risque, surtout dans la période que l'on connaît actuellement, où on voit bien que les prix des carburants et des énergies fluctuent en fonction de ce qui se passe un petit peu en Europe et dans le monde. Donc pour l'instant, beaucoup de prudence, assez dubitatif sur le principe, et on verra à l'usage, parce que pour l'instant on est toujours qu'à des déclarations de principe, et on verra au moment de la mise en œuvre. L'autonomie énergétique, on en est loin? Je pense que pour l'instant on en est très loin, et c'est regrettable dans la région de France la plus ensoleillée, là où justement les ENR auraient peut-être un rôle majeur à jouer, et là où peut-être la Corse pourrait être pionnière en la matière en Europe. Merci beaucoup Pascal Zanioli, Merci. à tout à l'heure. Bonjour, bienvenue, dernier rendez-vous de la semaine en compagnie de notre invité Pascal Zanioli. Bonjour. Bonjour. Secrétaire général du PNC ou Parti Tudía Nazione Corse. On parlait environnement. Forcément, on va terminer sur la problématique des déchets aujourd'hui. Il n'y a pas grand-chose, c'est du moins le sentiment que vous avez, qui avance? Pas grand-chose qui a véritablement avancé, y compris depuis 2015 d'ailleurs. On va avoir l'honnêteté aussi de le reconnaître. Je crois savoir qu'il y a très prochainement à l'Assemblée de Corse un rapport qui va passer donc sur la problématique des déchets. Donc il y aura forcément des débats entre les groupes politiques par rapport à la politique à mettre en œuvre en matière de traitement et de valorisation des déchets. Pour l'instant, oui, on est toujours un petit peu bloqué dans ce cercle mortifère qui consiste à ne pas véritablement faire de choix, si ce n'est ceux de développer tant bien que mal encore ou de repousser les limites des centres de stockage actuels, et de condamner en quelque sorte Prunei et Vigianello à recevoir et à collecter les déchets de toute l'île. Quel est le choix du PNC dans le domaine? Nous, il y a différents choix. Je pense qu'il va falloir poser la problématique de façon assez pragmatique. Est-ce que Prunei et Vigianello ont vocation à continuer d'accueillir tous les déchets de l'île? La réponse, de façon très claire, c'est non. Nous, on a un premier principe. Le premier principe, c'est le 100% public dans ce domaine. D'une part, pour limiter les logiques de coûts et de surcoûts, et d'autre part aussi, on ne va pas se mentir, pour limiter certains phénomènes et certaines dérives de certaines personnes qui seraient tentées de s'accaparer ce secteur stratégique qui est très lucratif en France, en Europe, et donc aussi en Corse. Donc le premier principe à fixer, c'est sûr, c'est le tout public, du début de la chaîne, la collecte, jusqu'au traitement, en passant par le stockage. Ensuite, de notre point de vue, il faut territorialiser la gestion des déchets au sens où il faut peut-être réfléchir à des unités de traitement dans chaque interco. Ce sera plus compréhensible pour les populations, puisque chacun récupérerait ses déchets et non pas ceux des voisins. Et surtout, on limiterait aussi les coûts en matière de transport. Et ensuite, il y a la question du traitement en bout de chaîne. Donc certains sont partisans de l'incinération, d'autres de l'enfouissement, d'autres de formes de valorisation thermique qui s'apparentent, qu'on le veuille ou non, à l'incinération. Moi aujourd'hui, je ne suis pas scientifiquement peut-être le mieux placé pour discuter de ce sujet, mais sur la question de l'incinérateur, il y a des questions d'échelle et de coût. Si on dimensionne, et chacun le comprendra, je pense, parce que si on dimensionne un incinérateur pour la population résidente à l'année d'environ 340 000 – 350 000 personnes, on croulera sous les déchets lors de la saison estivale. Si l'on dimensionne un incinérateur qui soit capable d'absorber la quantité et les tonnages de déchets en saison estivale, il ne pourra pas fonctionner en hiver. Il sera soit déficitaire, soit il nous obligera à importer des déchets venus d'ailleurs pour faire fonctionner ces fours, et ce sera, je pense, le pire exemple et la pire solution en matière environnementale. Donc je pense que vraiment, à l'instant T, pour résoudre ces problèmes, la première chose, c'est une montée en gamme des logiques de tri, notamment peut-être dans les communes rurales où c'est plus simple à mettre en œuvre que dans les espaces urbains ou que dans les grandes villes comme Ajaccio
ou Bastia, est véritablement territorialisé avec des petits centres de traitement par interco pour mieux répartir à l'échelle du territoire les tonnages qui sont collectés. Vous parliez justement de ce tout public. On se souvient des propos de la préfète Chevalier qui avait dit finalement, oui, vous avancez le tout public aux élus de la collectivité de Corsin, mais il n'y a aucun projet qui arrive sur la table. Oui, il n'y a aucun projet, mais après je ne pense pas que ce soit uniquement la faute du tout public. Sinon, à ce moment-là, c'était à l'époque où il y avait eu la montée au créneau de l'ouverture de ce centre privé dans le Valink, et où la préfète Josiane Chevalier avait dit « les collectivités ne m'apportent aucun projet ». Mais alors, autant je comprends qu'un projet privé soit mis en œuvre et mis en place beaucoup plus rapidement qu'un projet public, pour des raisons économiques assez évidentes, autant on ne peut pas, d'une part, s'en satisfaire, ou d'autre part, considérer que du coup, le chemin à choisir, c'est celui-là, c'est celui du tout privé dans ce domaine-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il a manqué, c'est parfois de sortir du dogmatisme, c'est parfois d'être capable de décevoir certaines personnes, de faire des choix, de trancher et de les assumer. Et je pense qu'aujourd'hui, si on veut s'en sortir par rapport à cette crise des déchets qui est maintenant récurrente depuis de trop nombreuses années, il va falloir tout simplement arriver à l'heure des choix, les assumer, et ensuite on fera un bilan. Et si dans 5, 10 ou 15 ans, même si je ne suis pas sûr qu'on ait autant de temps, eh bien, on se rend compte qu'il y a un problème, il faudra peut-être alors changer notre fusil d'épaule en la matière. Vous allez à la rencontre des micro-régions, à la rencontre des élus, à la rencontre des populations. Ce que vous évoquiez des centres de traitement territorialisés sur les communautés de communes, est-ce que les élus, les habitants sont prêts à ça ? Mais, la première chose, justement, quand on va à la rencontre, quand on tourne un petit peu dans toutes les régions, qu'on rencontre et des élus et des habitants, le premier constat, c'est qu'il y a un problème. Et le problème, il se matérialise bien souvent au niveau de la fiscalité, puisque les budgets de collecte et de traitement des ordures ménagères explosent dans toutes les intercos, puisque les coûts de traitement facturés par le Civadec ont augmenté de façon considérable ces dernières années. Donc déjà, il y a un problème financier majeur pour les intercos qui sont dans l'obligation d'équilibrer leur budget. Et bien souvent, le seul moyen d'équilibrer ces budgets, c'est d'augmenter la taxe pour les usagers et pour les habitants. Donc dans un contexte social qui est déjà fortement dégradé, les habitants perçoivent très bien le problème. Et après, quand on dit est-ce que les gens sont prêts à accueillir des centres territorialisés plus proches de ces jeux dans leurs intercos, je pense qu'il faut simplement leur vendre le plan global. Je pense qu'il faut sortir justement de la logique qui a consisté à dire on ouvre un centre des déchets à Vidjanel, c'est Vidjanel qui récupère les déchets. On ouvre un centre à Prunel, c'est Prunel qui récupère les déchets. Je pense que ce qu'il faut expliquer aux gens, c'est qu'il y a un problème général qui se matérialise fiscalement tous les mois lorsqu'ils payent leurs taxes ou 2 ou 3 fois par an lorsqu'ils payent leurs taxes, et qu'une des pistes pour sortir de cette logique de crise, c'est que justement chacun devienne un petit peu autonome en la matière, que chacun prenne sa part du problème. Ça va permettre, de résoudre techniquement pour partie le problème auquel nous sommes confrontés, et surtout, ça va permettre de réduire les coûts et donc de réduire la note à la fin de l'année. Merci beaucoup Pascal Zanouli d'avoir passé cette semaine en notre compagnie. Une émission que l'on retrouve en podcast audio et vidéo sur nos réseaux sociaux et notre site web. À bientôt. À bientôt, merci.